Donc on va rentrer dans une autre session maintenant qui concerne au fond les trajectoires des carrières à l'hôpital. On va s'intéresser en particulier aux carrières d'infirmières, ce schéma global qu'on appelle paramédical que j'aime pas trop. Et donc la première personne qui va intervenir, c'est Judith Leblanc. Donc Judith est infirmière et docteur en sciences, c'est pas un oxymore, c'est une épidémiologiste hospitalière et au fond, c'est une avocate, vous allez le voir, extrêmement convaincante du fait que la progression des carrières, en particulier des infirmières dans les hôpitaux, doit passer à un moment ou à un autre par une approche de la recherche, quel que soit le sujet de la recherche. D'ailleurs, c'est vraiment un changement de mentalité et je pense qu'elle vous en convaincra bien mieux que moi. Donc, Judith, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation à venir présenter cette thématique. Alors, tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est que la recherche en soins ? Alors, c'est une recherche qui est coordonnée par des professionnels donc historiquement appelés paramédicaux, sont les auxiliaires médicaux selon le Code de la santé publique. Alors actuellement, les termes changent, évoluent. On parle plus fréquemment de professionnels du soin ou professionnels de soins, d'où la notion de recherche en soins. À l'étranger, les termes varient aussi. Vous avez quelques exemples ici d'appellation. Et donc en France, ça va concerner 13 professions du soin. On va retrouver les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, orthophonistes, infirmiers par exemple. Alors pour pouvoir penser l'hôpital du futur et la place de la recherche en soins, inspirons-nous d'autres contextes. Comme il a été rappelé notamment ce matin, il est important que nos pratiques, les pratiques soient basées sur des données qui ont évalué leur efficacité, leur efficience. Eh bien, il en est de même pour les professionnels du soin. Il était rappelé il y a quelques années l'importance que les infirmiers, je vais prendre beaucoup d'exemples plutôt de ma discipline qui est la discipline infirmière, il était rappelé que les infirmiers devaient reposer leurs interventions, leurs pratiques sur des données qui ont été documentées. Il était aussi rappelé l'importance des connexions entre les disciplines pour éviter un certain cloisonnement et donc voilà, d'utiliser des approches les plus robustes et de bonne qualité possible. Vous m'excuserez, il y a un petit peu d'anglais sur ce panorama international sur ces sujets de sciences infirmières et recherche en soins au sens large. Alors, plus récemment, l'Organisation mondiale de la santé a appelé à renforcer nos compétences sur ces sujets. Et concernant la profession infirmière, il était encouragé que les pays et les institutions continuent à se saisir de ces thématiques, alors en rappelant qu'on a déjà un certain socle de données, un certain socle d'évidence, mais il faut absolument qu'on continue, qu'on poursuive pour qu'on reste pertinent, innovant et efficient. Alors, d'une part, pour que nos prises de décision cliniques elles soient étayées et qu'elles soient pertinentes, mais aussi pour des décisions organisationnelles. Et je cite dans cette diapo un des points sensibles de nos professions, c'est la pénurie de personnel, et il est évidemment indispensable que nos sujets soient aussi construits et débattus, développés dans le cadre de projets de recherche pour essayer de viser la meilleure organisation possible. Alors, en quoi cette recherche en soins peut être un levier d'avenir ? Est-ce que c'est effectivement un levier d'avenir ? Alors, on a un certain nombre d'éléments qui nous montrent dans la littérature qu'insérer une démarche de recherche et de réflexion dans la profession permet en premier lieu d'avoir un bénéfice pour les patients. Tout d'abord, ça amène à une certaine harmonisation des pratiques, et puis il a été montré dans différents contextes, notamment aux États-Unis, que ça permet de réduire
l'occurrence d'événements indésirables, de réduire des critères très durs et très robustes comme la mortalité dans les services. Il y a aussi un bénéfice plus général, plus global pour la profession, mais aussi pour l'institution, les organisations, qui est que plus on va avoir dans nos pratiques des interventions qui sont pertinentes, efficaces, plus il y a une réduction des coûts et une meilleure satisfaction des professionnels du soin. Et on sait, j'en ai parlé juste avant, qu'il y a des notions d'attractivité et de fidélisation qui sont des aspects extrêmement importants aujourd'hui dans nos professions. Alors, pour parler du panorama international, j'ai visualisé ici toutes les études qui sont en cours, déclarées sur une plateforme qui s'appelle Clinical Trials, qui permet d'identifier alors des études qui comportent le terme nurse. C'est un proxy qui est très imparfait et ça peut donner une idée aujourd'hui des régions qui sont extrêmement dynamiques sur ces sujets. On va retrouver l'Asie, l'Europe, mais aussi l'Amérique du Nord. De façon un peu plus précise, quels sont les pays les plus mobilisés aujourd'hui sur ces thématiques de recherche dans le domaine des sciences infirmières. Vous allez retrouver les pays avec les plus grands carrés que sont les pays qui produisent le plus en termes de volume de publication, donc les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Chine. Si vous cherchez la France, vous ne la trouverez pas, puisque nous ne sommes pas dans le recensement des 25 pays les plus impliqués et producteurs. Nous sommes 37e. On a régressé ces 3 dernières années de la 34e à la 37e place. Alors, pour revenir sur ce tour d'horizon international, la discipline des sciences infirmières est une discipline relativement dynamique. Comme on va le trouver dans d'autres disciplines, il y a une très forte progression des revues qui ont quasi doublé, voire un peu plus que doublé là, en l'espace de 15 ans. Un facteur d'impact qui est un des indices bibliométriques qui est en revanche relativement modeste si on se compare à d'autres disciplines. Et dans le premier quart de ces revues, on va retrouver International Journal of Nursing Studies, qui est une revue britannique et qui a un SIGAPS qui est notre classification hospitalière et qui a un poids et pour l'institution et pour le chercheur, qui a un SIGAPS A. Et il y a une vingtaine de revues internationales avec cette classification SIGAPS A. Alors, je ne peux pas faire ce panorama international des sciences infirmières sans vous parler de quelques chercheurs illustres et qui ont vraiment marqué la discipline. Je voudrais citer Linda Aiken, qui est une chercheuse américaine qui a beaucoup travaillé dans le contexte international et américain, nord-américain, mais aussi en Europe. Et le point clé de ces travaux est de faire des liens entre les effectifs infirmiers dans les services, donc voilà, le volume d'infirmiers dans les services, leur niveau de formation et des associations directes avec des critères de mortalité et avec des résultats qui sont vraiment très marquants. Alors ça fait une vingtaine d'années que ces données existent et qui sont encore d'actualité. Là, cette année, en tout début d'année, Linda Aiken, elle publiait un éditorial où elle discutait la situation notamment au Japon, et elle faisait un parallèle avec la situation aux États-Unis en incitant à ce que ces données qui sont très claires, d'un nombre suffisant d'infirmiers pour avoir des critères de mortalité améliorés, soient pris en compte dans un certain nombre de pays. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé des revues plus spécialisées dans le domaine des sciences infirmières. Je prends l'exemple d'une revue majeure, pas tout à fait au hasard, qui est le New England Journal of Medicine. Quand vous regardez les 5 dernières années et les publications dans ces 5 dernières années dans cette revue, vous allez retrouver environ 7000 publications. Si vous restreignez aux publications qui intègrent le terme nurse, donc le fait d'avoir une participation d'un infirmier, vous allez retrouver 6 publications. Et puis si vous excluez les éditoriaux, les commentaires, il y a 3 études aujourd'hui dans les 5 dernières années dans cette revue généraliste qui incluait le terme infirmier. Et puis quand vous regardez ces 3 articles, ils ne portent ni sur des sujets des pratiques infirmières, ni portés, ils ne sont pas coordonnés par des chercheurs infirmiers, c'est uniquement la participation à un moment dans la réalisation de la recherche d'un professionnel infirmier. Donc là, une marge de manœuvre qui est évidente pour que nos sujets soient visibles dans des revues beaucoup plus généralistes et plus accessibles, donc avec une nécessité de décloisonnement.
Deuxième marge de manœuvre possible pour la recherche en soins, la recherche infirmière, qui était un point relaté par David Richards, qui est britannique, chercheur infirmier, qui a beaucoup travaillé sur les méthodes utilisées par les chercheurs infirmiers quand ils conduisent des projets, et il concluait qu'on avait trop souvent des méthodes qui sont des méthodes observationnelles, alors qu'on a nécessité d'évaluer des interventions. Quand on est dans ces démarches actives de recherche, l'idée c'est d'innover et donc de proposer de nouvelles façons de faire, nouvelles interventions. Et là, sur un plan de méthode, ce que concluait ce chercheur, c'est qu'on était trop souvent resté sur des approches uniquement observationnelles. Alors, est-ce que ça a quelque chose de spécifique de faire de la recherche en soins? Je voudrais donner le message principal que non. Faire de la recherche en soins, c'est de faire de la recherche tout court, s'inscrire dans le grand monde de la recherche en santé ou de la recherche clinique. Et après ce constat, je voudrais quand même citer ou préciser quelques spécificités ou singularités. Aujourd'hui, dans la recherche en soins, on va retrouver souvent des processus qui sont des continuums de recherche, peut-être de façon un peu plus marquée que dans d'autres disciplines, parce qu'on a peu de données sur nos interventions. Donc on va commencer par avoir des temps de développement des interventions, puis de tests de ces interventions dans le cadre d'études pilotes, et puis de propositions dans le cadre d'essais de plus large envergure, d'essais contrôlés randomisés par exemple, avant d'aller sur des études d'implantation pour accompagner l'intégration et la prise en compte du changement. Et ça amène souvent à des continuums qui sont quand même relativement longs en termes de délai, si je compare avec d'autres disciplines, notamment médicales, qui soumettent à des appels au projet de type PHRC. Alors, deuxième spécificité, on a le plus souvent des approches dites mixtes. Alors, ce n'est pas systématique, mais c'est quand même relativement fréquent, qui nous permettent d'une part de quantifier l'intérêt de nos interventions. Est-ce que ça a eu un impact sur la qualité de vie pour le patient? Est-ce que cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle coordination des soins, ou cette nouvelle technique de soins a eu un impact de façon très chiffrée, documentée? Et ça, on va le conjuguer, le combiner avec une évaluation de la perception des patients, la perception des soignants ou des proches sur ces thématiques, et on va retrouver très fréquemment dans nos domaines cette combinaison des approches. Et puis, dernière spécificité en termes de méthode, quand on teste des interventions, on a le plus souvent, on fait appel à des tirages au sort, des randomisations, avec le plus souvent non pas une randomisation à l'échelle individuelle, mais plutôt à l'échelle de groupe. Ça permet par exemple de mettre en place des formations auprès des professionnels infirmiers, et ce sont des éléments qui sont relativement fréquents, alors avec un niveau de preuve qui est un petit peu moins important qu'un essai à l'échelle individuelle. Voilà pour les trois spécificités de la recherche en soins actuellement dans nos contextes. Alors je vais arriver maintenant à la situation française, avec un article récent qui évaluait la qualité des publications, notamment au travers de la classification SIMAGO, et d'autre part le nombre de citations parmi les publications. Alors vous voyez, si vous l'avez repéré, la France dans le cadran inférieur gauche, donc on n'est pas très bien situé actuellement, mais on ne désespère pas sur le fait que cette situation, elle va évoluer. On a des conditions qui sont relativement favorables ces dernières années, et pour la recherche portée par les infirmiers, mais aussi au sens large par les professionnels du soin que j'ai cités au tout début. D'une part, grâce à l'universitarisation de nos formations initiales, on est de plus en plus, pour ces 13 professions, dans des organisations de type licence, master, doctorat. Et puis, deuxième point majeur, nos disciplines, elles ont été reconnues là de façon récente par des conseils, dans le cadre de sections du Conseil national des universités, avec la section 91 pour sciences de la rééducation et de la réadaptation, et section 92 sciences infirmières. Donc, ces disciplines sont en cours de construction. Il y a des postes de maîtres de conférences, professeurs, comme c'est le cas pour les sciences infirmières, et on s'est regroupé en collèges pour rassembler et puis structurer au mieux notre discipline. Alors, un autre levier, après l'universitarisation et la création de ces sections dédiées, ce sont des programmes de financement qui sont dédiés à nos professions,
sortes de bulles de financement qui sont des bulles encore nécessaires pour faire grandir nos implications dans ces démarches de recherche. Et je voudrais citer le programme le plus emblématique qui est le programme national, PHRIP, programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale. Alors il en existe beaucoup d'autres à l'échelle régionale et la spécificité de ce programme est de pouvoir encourager des recherches qui portent sur les pratiques des professionnels du soin. Alors tout professionnel de santé peut déposer tant que ça s'intéresse aux questions et aux problématiques des auxiliaires médicaux. Alors, quelques éléments de suivi de ce programme. Sur la gauche, vous avez un détail par année du nombre de projets soumis en gris, du nombre de projets acceptés et financés en marron. Vous voyez qu'il y a une certaine fluctuation. Et puis, la courbe représente les financements qui ont été attribués avec, et on a pu le constater, une nette augmentation des financements qui ont été attribués par étude sur les dernières années. Alors, on a conduit une recherche qui regardait les méthodes, et les financements, c'était la deuxième figure de la diapo précédente, mais surtout les méthodes des projets qui sont retenus dans le cadre de ce programme. Et en écho aux constatations qui étaient faites par David Richards, on a observé qu'en France, on utilise aujourd'hui beaucoup d'études avec des démarches interventionnelles, donc plutôt quantitatives et interventionnelles, et puis avec un plan expérimental qui est l'essai contrôleur randomisé qui apparaît être comme le plus fréquent. Donc là, moi, ça me paraît être une force, c'est plutôt un message encourageant. On s'est saisi de ces démarches qui sont des démarches relativement neuves, et puis on a de plus en plus d'études multicentriques, donc qui associent plusieurs centres. Et ça, ce sont des éléments qui sont en faveur d'une plus grande généralisabilité de nos résultats, plus grande reproductibilité, applicabilité. Donc plutôt des éléments très encourageants. On a aussi regardé les proportions de publications pour ces quelques années, 9 années de programme, de 2012 à 2020. On a observé donc environ un tiers des projets terminés étaient publiés au moment où on a fait ce récapitulatif, cette synthèse. Alors on n'est pas si loin d'autres programmes qui sont des programmes plus anciens avec des disciplines bien mieux établies. Évidemment, toutes ces organisations, tous ces leviers aboutissent aujourd'hui à une certaine floraison des publications. Je ne vais pas revenir sur les sujets qui sont cités là. C'est pour vous donner une idée de chercheurs qui ont publié dans des grands journaux sur des thématiques très variées, des pratiques de kinésithérapeutes en réanimation, des pratiques d'infirmiers libéraux, des pratiques dans les services d'hémodialyse, par exemple. Quelques autres exemples d'études sur lesquels je passe aussi très vite et avec l'accompagnement d'une fédération hospitalo-universitaire, la FHU Impec, qui travaille sur les thématiques des services d'urgence. On a proposé beaucoup d'évaluations sur des thématiques de prévention et de dépistage, aussi dans l'idée de renforcer ces démarches de recherche en soins. On accompagne un groupe de travail sur ces thématiques. Alors, si on doit penser l'hôpital du futur et la place de la recherche en soins sur ces thématiques, il y a deux enjeux qui sont des enjeux cruciaux, qui sont d'une part pouvoir intéresser les professionnels du soin à ces démarches de recherche. Donc là, il y a vraiment une question de diffusion de la culture scientifique qui est vraiment un sujet prioritaire. Et puis le deuxième axe, c'est de pouvoir accompagner et soutenir au mieux les professionnels qui sont intéressés par ces thématiques de recherche. Alors pour pouvoir répondre à ces différentes exigences et enjeux, on a évoqué ensemble plusieurs points, notamment la consolidation de nos disciplines. Alors on peut espérer qu'à court, moyen et long terme, ces jeunes disciplines vont prendre leur essor. Il faut avoir en tête que nous sommes, en tant que maîtres de conférences ou professeurs des universités, tous mono-appartenants aujourd'hui. Donc on est sortis de l'hôpital, on a maintenant uniquement un statut universitaire pour l'enseignement et la recherche. Et on souhaite, de façon générale, pouvoir relier les mondes avec des temps de clinique, enseignement et recherche dans une même fonction. L'autre point, c'est l'intégration réelle des différents niveaux, licence, master, doctorat, avec une offre, alors au niveau de licence qui est clairement assez établie, au niveau master 2, une offre qui est plutôt en cours de développement, et puis le dernier niveau qui est le niveau doctoral est clairement à construire. On a aujourd'hui des réflexions, par exemple, à Sorbonne
universités sur ces thématiques. Et puis deuxième point qui n'est pas évident, on doit s'investir et favoriser l'essor de nos disciplines tout en restant très ouvert avec les autres disciplines. On sait très bien que le cloisonnement sera délétère si on ne reste plus que sur nos thématiques sans avoir le regard très important d'autres professions, d'autres disciplines. Autre point qui paraît, à mon sens, quasiment le plus important, c'est de pouvoir réintégrer les données qui vont être produites. Quand on évalue qu'une intervention a plus d'efficacité qu'une autre, on a parlé, enfin, je ne suis pas allée dans le détail, mais le dépistage de la consommation du tabac, le sevrage tabagique, par exemple, dans les services d'urgence. Est-ce que, lorsqu'on aura évalué une stratégie qui est efficace, est-ce qu'elle est mise en place et comment on accompagne l'intégration de cette intervention? C'est un des points clés. Et là, je pense que pour que ça fonctionne, on sera sans doute plus à moyen, voire long terme, avec une nécessité vraiment de mobilisation sur ces thématiques. On a évidemment des dispositifs de financement qui sont aujourd'hui disponibles. Il faut les maintenir, voire les renforcer. Et puis, en dehors de tous ces éléments qui sont très macro, je parlais de dispositifs régionaux, nationaux, les revues internationales, on a le plus souvent des défis au niveau local, parce qu'on sait que c'est là que se joue l'intégration et l'implication des professionnels du soin dans la recherche. Il faut des démarches de service qui encouragent les professionnels du soin à s'intéresser à ces sujets avec des temps de lecture critique d'articles ou d'échanges sur la conception de projets et de l'insertion dans des réseaux de recherche qui sont encourageants et porteurs. Dans ces dispositifs, je voudrais citer ceux qui sont aujourd'hui proposés par l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Alors, je n'irai pas dans le détail, mais il y a des éléments de valorisation des publications ou des parcours de chercheurs, des programmes qui permettent d'accompagner des temps de formation, notamment au niveau doctoral, et puis des temps et des dispositifs qui soutiennent l'intégration dans des démarches d'appel à projet. Pour conclure, en quelques mots, les priorités pour l'hôpital du futur et notre développement de la recherche en soins sont, à mon sens, résumées ici. Renforcer les disciplines et les dispositifs de soutien, tout en ayant des coexistences, collaborations, connexions avec les autres disciplines, surtout pas de cloisonnement. Accompagner, former les professionnels du soin qui sont intéressés pour mieux soigner. Je vous remercie.